Ma famille m'a appelé, me demandant d'aider à payer l'avocat de mon frère. J'ai demandé ce qui s'était passé. Ils ont répondu qu'ils me poursuivaient en justice. J'ai attendu la chute de la blague. Il n'y en a pas eu. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, l'avocat de mon frère m'a appelé directement. Je m'appelle Adam. J'ai 34 ans. Et si vous m'aviez dit, il y a 1 an, que mon propre frère essaierait de me poursuivre en justice, tout en me demandant de payer l'avocat qui le faisait, je vous aurais ri au nez. Je vous aurais offert un verre d'eau, demandé si vous vous sentiez bien, puis j'aurais ri de nouveau, juste pour m'assurer que vous compreniez à quel point cela semblait absurde. Mais nous y sommes. La vie a une drôle de façon de faire de vous la chute de blagues que vous ne saviez même pas qu'elles étaient en train d'être écrites. Laissez-moi reprendre et vous donner le tableau complet, car cela nécessite un contexte. J'ai grandi dans une petite ville, en dehors de Knoxville, au Tennessee. Mes parents, Gail et Herschel, étaient de ceux qui croyaient que la famille était tout. Et par « tout », j'entends qu'ils considéraient que la famille était une excuse pour ne jamais fixer de limites, pour ne jamais dire non, et pour ne jamais tenir quiconque responsable de quoi que ce soit, tant qu'il portait le même nom de famille. Mon frère aîné, Sutton, a 2 ans de plus que moi. En grandissant, Sutton était l'enfant chéri. Il était le quart arrière, le roi du bal de promo, le gars qui entrait dans une pièce et faisait sourire tous les adultes dans un rayon de 15 mètres, comme s'ils avaient gagné à la loterie. J'étais le tranquille. Le gamin qui aimait lire, qui construisait des choses dans le garage, qui restait discret et obtenait des notes décentes sans que personne ne le remarque ni ne s'en soucie. Maintenant, je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre que j'ai eu une enfance tragique. Non, ce n'est pas le cas. Mes parents m'aimaient. Ils me nourrissaient, m'habillaient, et se montraient à suffisamment d'événements me concernant pour ne pas être considéré comme négligent. Mais il y avait toujours cette entente tacite dans notre maison, Sutton était l'événement principal, et j'étais le numéro d'ouverture que personne ne venait vraiment voir. Quand Sutton marquait un touchdown, toute la famille conduisait pendant 3 heures pour le regarder. Quand j'ai gagné la foire scientifique régionale, ma mère a dit « C'est bien, chérie », puis elle est retournée repasser le maillot de Sutton. Ce n'était pas de la cruauté. C'était juste la gravité. Sutton était le fils. Et le reste d'entre nous orbitait autour de lui. Après le lycée, Sutton a obtenu une bourse de football pour une université d'État de second rang. Il s'est abîmé le genou en 2e année, a abandonné, et est rentré à la maison. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Parce qu'au lieu de se regrouper et de trouver un nouveau plan, Sutton s'est en quelque sorte arrêté. Il est retourné vivre chez nos parents. Il a accepté des petits boulots ici et là, paysagiste, barman, une brève incursion dans la vente d'assurance qui a duré exactement 11 jours. Mais rien n'a duré, et personne dans ma famille ne semblait penser que c'était un problème. Sutton était en train de trouver ses marques. Sutton traversait une période difficile. Sutton avait 23 ans et jouait aux jeux vidéo dans sa chambre d'enfant, pendant que mes parents payaient son assurance automobile. Mais bien sûr, il trouvait ses marques. Pendant ce temps, je suis allé au collège communautaire, j'ai été transféré à l'université du Tennessee, et j'ai obtenu un diplôme en génie civil. Ce n'était pas glamour, mais j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise à Nashville, j'ai commencé tout en bas de l'échelle, et j'ai passé les 8 années suivantes à grimper. À 30 ans, j'étais chef de projet, supervisant des constructions commerciales valant des millions de dollars. J'ai acheté une maison. J'ai rencontré ma femme, Jolene, lors d'un barbecue chez un ami. Elle est infirmière aux urgences, vive d'esprit, hilarante, et le genre de personne qui peut sonder l'ambiance d'une pièce plus vite que la plupart des gens ne peuvent lire un menu. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. La vie était belle, vraiment belle. Mais voici le problème: quand on est le frère qui réussit, dans une famille qui vénère celui qui échoue, on devient la banque. Pas officiellement, bien sûr. Personne ne vous assoit pour vous dire « Eh, Adam, puisque c'est toi qui as réussi ta vie, nous allons avoir besoin que tu finances les mauvaises décisions des autres. » C'est plus subtil que cela. Cela commence par de petites demandes. Maman a besoin d'aide pour une facture dentaire. Le camion de papa a besoin d'une nouvelle transmission. Sutton a besoin du premier et du dernier mois de loyer, car il déménage enfin. Et vous dites oui, parce que c'est votre famille, que vous les aimez, et honnêtement, vous pouvez vous le permettre. Au cours d'environ 4 ans,
j'estime avoir donné à ma famille environ 45 000 $. Je n'ai pas tenu de compte au début, car qui fait ça avec sa famille? Jolene, par contre, l'a fait. Que Dieu bénisse cette femme. Elle tenait un tableur. Non pas parce qu'elle est froide ou calculatrice, mais parce qu'elle est infirmière aux urgences, et qu'elle documente tout. C'est dans son ADN. Quand elle m'a montré le chiffre pour la première fois, j'ai cru qu'elle avait fait une erreur. Elle n'en avait pas fait. Ce qui m'a vraiment agacé, ce n'était pas l'argent en soi. C'était l'attitude. Chaque fois que j'aidais, c'était reçu avec cette énergie étrange, comme si je leur devais quelque chose. Comme si mon succès était une ressource familiale que j'étais égoïste de ne pas partager plus librement. Sutton, en particulier, avait cette façon de me faire sentir que l'argent que je gagnais était en quelque sorte une propriété commune. Il disait des choses comme « ça doit être agréable ». Quand je mentionnais quoi que ce soit de ma vie, nouvelle voiture, ça doit être agréable. Vacances avec Jolene, ça doit être agréable. Certains d'entre nous ne peuvent pas se permettre de quitter l'État. Promotion, ça doit être agréable d'avoir un emploi qui paie vraiment. Je l'ai laissé passer pendant des années. Jolene n'arrêtait pas de me dire que j'étais un paillasson. Et je n'arrêtais pas de lui dire que c'était comme ça que les familles fonctionnaient. Elle levait un sourcil et disait « ce n'est pas comme ça que ma famille fonctionne ». Et je changeais de sujet, parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Le point de rupture a commencé à se dessiner il y a environ 18 mois. Sutton s'était lancé dans la rénovation-revente de voitures, achetant des épaves, les réparant, les vendant avec un profit. Sur le papier, ce n'était pas une mauvaise idée. Sutton a toujours été doué de ses mains. Le problème était que la version de Sutton de la rénovation-revente impliquait d'acheter des voitures qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer, de les stocker sur une propriété qu'il ne possédait pas, et de me demander ensuite de l'argent quand tout cela s'effondrait inévitablement. Il a épuisé 3 entreprises distinctes en environ 10 mois. Après l'effondrement de la 3e, il m'a appelé et m'a demandé 15 000 $ pour investir dans un nouveau lot de voitures. J'ai dit non. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai dit non à mon frère. Et vous auriez cru que je lui avais dit que j'annulais Noël. Il est resté silencieux au téléphone pendant environ 10 secondes, ce qui, si vous connaissez Sutton, est pratiquement une éternité. Puis il a dit, c'est comme ça, alors. Je ne vaux pas 15 000 $ pour toi. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas une question de sa valeur. C'était une question de schéma. Que je lui avais déjà donné des dizaines de milliers de dollars et que rien de tout cela n'avait abouti à quoi que ce soit. Que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas continuer à jeter de l'argent par les fenêtres. Il m'a raccroché au nez. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant 2 semaines. Et puis j'ai reçu l'appel téléphonique qui a déclenché le chapitre le plus bizarre de ma vie. C'était ma mère. Elle faisait ce truc qu'elle fait, où sa voix devient douce et prudente, comme si elle annonçait un diagnostic terminal. Adam, chérie, il faut qu'on parle de quelque chose. Sutton est dans une situation difficile, et il a besoin d'aide pour ses frais de justice. J'ai demandé ce qui s'était passé. Était-il en difficulté? Avait-il eu un DUI? Avait-il frappé quelqu'un? Ma mère a fait une pause, puis elle a dit, « Il te poursuit en justice, mon chou. Il dit que tu lui dois de l'argent d'un accord commercial. Il a déjà un avocat, mais l'avocat a besoin d'une provision, et Sutton ne peut pas se le permettre. Alors, nous espérions que tu pourrais aider à couvrir ça. » Je suis resté assis, mon téléphone pressé contre mon oreille, attendant la chute. J'ai ri, en fait. Pas un vrai rire, plutôt le son que votre cerveau fait quand il essaie de redémarrer après une erreur catastrophique. Mon frère me poursuivait en justice, et ma famille voulait que je paie pour ça. J'ai dit à ma mère que je devais y aller, et j'ai raccroché. 3 jours plus tard, l'avocat de mon frère m'a appelé directement, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste Sutton qui faisait du théâtre. C'était réel. L'homme à l'autre bout du fil était très réel, très professionnel, et très sérieux. Et le chiffre qu'il a mentionné m'a fait tomber l'estomac. L'avocat s'appelait Grady Tate. Je m'en souviens, car cela ressemblait à un personnage de thriller juridique, ce qui semblait approprié, étant donné que ma vie en était apparemment devenue un. Il s'est présenté, a dit qu'il représentait mon frère Sutton dans une affaire civile, puis il m'a annoncé le chiffre, 200 000 $. Mon frère me poursuivait en justice pour 200 000 $.
J'ai retiré le téléphone de mon oreille, et je l'ai regardé, comme si l'appareil lui-même m'avait trahi. Puis je l'ai remis et j'ai dit, « Je suis désolé, pouvez-vous répéter cela ?» Il l'a répété. 200 000 $ de dommages et intérêts, pour ce qu'il a décrit comme un accord de partenariat verbal, lié à une entreprise de rénovation-revente de voitures que Sutton prétendait que j'avais soutenue financièrement, puis abandonnée. Lui causant des pertes financières significatives et une détresse émotionnelle. Détresse émotionnelle. Mon frère, qui avait l'étendue émotionnelle d'un ventilateur de plafond, prétendait une détresse émotionnelle. J'ai dit à Grady que je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, qu'il n'y avait pas de partenariat, pas d'accord, et que chaque dollar que j'avais jamais donné à Sutton était un don, pas un investissement. Grady a dit très poliment que son client voyait les choses différemment, et que je recevrais des documents officiels dans la semaine. Puis il m'a souhaité une bonne soirée et a raccroché. Je suis resté assis dans mon bureau à domicile pendant longtemps après cet appel. Jolene m'a trouvé là environ 1 heure plus tard, fixant mon bureau comme s'il m'avait personnellement offensé. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Et quand je lui ai dit, elle n'a pas crié. Elle n'a pas halté. Elle a juste fermé les yeux, a pris une inspiration, et a dit, « Je vais avoir besoin que tu me le dises encore, mais plus lentement, parce que je veux m'assurer que je suis furieuse pour la bonne raison. » Je lui ai répété. Elle était furieuse pour la bonne raison. Voici ce que la plainte de Sutton affirmait. Il alléguait que 2 ans auparavant, lorsque je lui avais donné 12 000 $ pour sa deuxième tentative de rénovation-revente de voiture, j'avais verbalement accepté d'être son associé. Que l'argent n'était pas un don, mais un investissement en capital. Que j'avais promis de continuer à financer l'opération, et que, lorsque je m'étais retiré, j'avais causé la faillite de l'entreprise, entraînant une perte de revenus, des dettes, et, encore une fois, une détresse émotionnelle. Il voulait 200 000 $ pour couvrir ce que l'entreprise aurait gagné, plus les dommages et intérêts. Maintenant, n'importe qui avec un tronc cérébral fonctionnel pourrait voir que c'était absurde. Il n'y avait pas de partenariat. Il n'y avait pas d'accord. J'avais donné de l'argent à mon frère, de la même manière que vous donneriez 20 $ à un ami, lorsqu'il oublie son portefeuille au déjeuner. Sauf que je l'avais fait environ 200 fois, et que le déjeuner avait coûté 45 000 $. Mais Sutton avait apparemment trouvé un avocat, prêt à prendre l'affaire. Et dans notre système juridique, c'est tout ce dont vous avez besoin pour rendre la vie de quelqu'un très inconfortable. J'ai appelé mes parents le lendemain, espérant que, peut-être, juste peut-être, ils auraient retrouvé leurs esprits. Mon père a répondu. J'ai demandé s'il savait ce que Sutton faisait. Il a dit que oui. J'ai demandé s'il pensait que c'était raisonnable. Il y a eu une longue pause. Et puis mon père a dit, « Eh bien, Adam, ton frère a l'impression que tu lui as fait une promesse, et que tu l'as rompue. Il souffre. Il souffre. » J'ai dit, « Il me poursuit en justice pour 200 000 $, papa. C'est moi qui devrais souffrir. » Mon père a soupiré, comme si j'étais celui qui était déraisonnable. « Fils, tu sais comment Sutton est. Il se met une idée en tête, et il fonce. Mais tout cela pourrait disparaître, si tu t'asseyais avec lui et que vous trouviez une solution. Peut-être lui donner ce dont il a besoin pour se remettre sur pied. Ce dont il a besoin pour se remettre sur pied, c'est une bonne dose de réalité, pas mon chéquier, ai-je dit. Mon père est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Il a dit, « Adam, tu as toujours eu plus de facilité que ton frère. Tu es allé à l'université. Tu as eu le bon travail. Tu as épousé une fille merveilleuse. Sutton n'a pas eu ses chances. Le moins que tu puisses faire, c'est de l'aider quand il est à terre. Le moins que je pouvais faire. Comme si j'avais été assis sur un trône, mangeant des raisins, pendant que mon frère souffrait. Comme si mon diplôme d'ingénieur était tombé du ciel, et avait atterri sur mes genoux. Comme si Jolene était apparue à ma porte avec un nœud sur la tête. Tout ce que j'avais, je l'avais bâti. Brique par brique, soirée après soirée, week-end manqué après week-end manqué. Mais aux yeux de ma famille, j'avais juste eu de la chance. Et Sutton avait eu de la malchance. Et l'univers lui devait une correction, qui devait apparemment sortir de mon compte en banque. J'ai raccroché au nez de mon père. Deuxième fois en une semaine que je raccrochais au nez d'un membre de ma famille, nouveau record personnel. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse juridique et d'anxiété. J'ai engagé mon propre avocat,
une femme nommée Cordelia Voss, qui m'avait été recommandée par un collègue. Cordelia était exactement ce dont j'avais besoin. Elle était calme, directe, et avait cette façon d'expliquer les choses qui vous faisait sentir que le sol était solide, même quand tout le reste tremblait. Elle a examiné la plainte de Sutton et m'a dit, selon son opinion professionnelle, qu'elle était ingénieuse sur le plan juridique, ce que j'ai appris plus tard être le jargon d'avocat pour « c'est n'importe quoi, mais nous devons quand même nous en occuper ». Le problème, a expliqué Cordelia, était que même une poursuite frivole coûtait de l'argent à défendre. Même si l'affaire de Sutton était rejetée, ce qu'elle pensait qu'elle finirait par être, je dépenserais quand même des milliers de dollars en frais juridiques, en discovery, en déposition, et en comparution devant le tribunal. L'avocat de Sutton espérait peut-être que je me contenterais de transiger pour que cela disparaisse. C'est une tactique courante, déposer quelque chose d'outrageux, et parier que le défendeur préférera signer un chèque, plutôt que de s'occuper du casse-tête. Pendant ce temps, ma famille est passée en mode pression maximale. Ma mère a appelé 3 fois en une semaine. Ne peux-tu pas lui donner quelque chose, répétait-elle. Ma tante Laurine a appelé pour me dire que j'étais en train de déchirer la famille. Mon cousin Baudet m'a envoyé un message Facebook, disant que je devrais avoir honte. Aucun d'entre eux n'a reconnu que Sutton était celui qui avait déposé la plainte. Tous les doigts pointaient vers moi. Jolene a été mon roc à travers tout cela. Elle rentrait de ses 12 heures de garde à l'hôpital, me trouvait en train de faire les 100 pas dans la cuisine, et elle m'asseyait et me parlait. Elle n'a jamais dit une seule fois « je te l'avais dit », même si elle en avait tout le droit. Elle me tenait simplement la main et disait « nous allons gérer ça ensemble ». Mais voici la partie qui m'a vraiment brisé. Environ un mois après le début de la pagaille juridique, j'ai découvert comment Sutton pouvait payer Graditat. Ma mère avait contracté une marge de crédit hypothécaire sur la maison de mes parents. Mes parents, qui avaient tous deux une soixantaine d'années et vivaient avec un revenu fixe, avaient mis leur maison en gage pour financer la poursuite de mon frère contre moi. Quand je l'ai découvert, je me suis rendu chez eux. Je me suis assis à leur table de cuisine, la même table où j'avais mangé des céréales quand j'étais enfant, fait mes devoirs et soufflé des bougies d'anniversaire. Et j'ai regardé ma mère et j'ai dit, « Maman, tu comprends ce que tu as fait ? Si cette affaire tourne mal, et elle le fera, vous pourriez perdre cette maison. » Ma mère a commencé à pleurer, mais elle n'a pas pleuré parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle a pleuré parce que j'étais méchant avec Sutton. Elle a dit, à travers ses larmes, que Sutton méritait une chance d'être entendu. Qu'il luttait depuis si longtemps, et que personne ne l'aidait. Que j'avais plus qu'assez à partager. J'ai regardé mon père. Il fixait la table. Il n'a pas dit un mot. Je me suis levé, j'ai repoussé ma chaise, et je suis sorti de cette maison. Je suis resté assis dans mon camion, dans leur allée, pendant longtemps, le moteur coupé et les fenêtres fermées, essayant de comprendre comment j'étais devenu le méchant d'une histoire, où j'étais le seul à avoir jamais fait quoi que ce soit pour qui que ce soit. Le retour de toute cette générosité était une poursuite et une famille qui pensait que j'étais égoïste de ne pas vouloir financer ma propre destruction. J'ai tourné la clé, j'ai reculé hors de l'allée et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais les larmes ne venaient pas. C'était comme si mon corps avait décidé que ces gens ne méritaient plus ça de ma part. Jolene m'attendait sur le porche quand je suis arrivé. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Si mal que ça ?» J'ai hoché la tête. Elle a passé son bras autour de moi et m'a fait entrer. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant le plafond, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être le distributeur automatique de billets de la famille. J'en avais fini d'être la personne la plus raisonnable. J'en avais fini d'absorber les problèmes de tout le monde, pendant qu'il me traitait comme si j'étais le problème. Si mon frère voulait se battre, j'allais lui en donner un, mais pas du genre auquel il s'attendait. Les semaines qui ont suivi mon départ de la maison de mes parents ont été parmi les plus solitaires de ma vie. J'avais effectivement coupé le contact avec toute ma famille. Pas d'appel, pas de SMS, pas de dîner du dimanche. Ma mère a essayé de me joindre plusieurs fois, mais chaque message était une variation de « tout cela serait fini si tu aidais juste Sutton ». Alors, j'ai arrêté de les lire. Mon père a envoyé un seul SMS qui disait « appelle ta mère ». Et c'était tout. Pas de « comment vas-tu, mon fils ?» Pas de « je suis désolé que cela arrive ». Juste une directive pour aller réconforter les personnes qui essayaient activement de me prendre 200 000 $.
Matériel pour le « père de l'année », n'est-ce pas? L'isolement m'a frappé plus fort que prévu. J'avais passé toute ma vie à être celui sur qui on pouvait compter. Celui qui se montrait, celui qui arrangeait les choses. Soudain, je ne me montrais pour personne, sauf pour Jolene. Et même si elle était plus que suffisante, il y avait ce sentiment de vide dans ma poitrine qui ne partait pas. Comme si une pièce de ma maison avait été vidée pendant la nuit, et que je passais sans cesse devant la porte ouverte, surpris par le vide. Le travail est devenu ma bouée de sauvetage. Je me suis jeté à corps perdu dans un projet commercial gigantesque, un développement à usage mixte au centre-ville, le plus grand que notre entreprise ait jamais entrepris. Mon patron, un homme direct nommé Arlon, a remarqué les heures supplémentaires que je faisais. Il m'a pris à part un après-midi et a dit « Tu fuis quelque chose, ou tu cours après quelque chose. » Dans tous les cas, le travail a été exceptionnel, alors continue de faire ce que tu fais. Arlon n'était pas du genre à fouiner, mais il était du genre à reconnaître l'effort. Et cette petite reconnaissance a compté plus pour moi qu'il ne le savait probablement. Jolene, pendant ce temps, construisait discrètement notre défense depuis la maison. Vous vous souvenez du tableur qu'elle tenait? Elle l'a sorti, a organisé chaque transaction que j'avais faite à ma famille, et a commencé à rassembler la documentation, relevés bancaires, enregistrement Venmo, SMS où Sutton me remerciait de l'avoir aidé et ne mentionnait jamais un partenariat. Messages vocaux de ma mère demandant un petit prêt qui n'a jamais été remboursé. Jolene n'est pas le genre de femme qui se met en colère et crie. C'est le genre qui se met en colère et construit un système de classement. C'est honnêtement terrifiant et magnifique, à parts égales. Cordelia, mon avocate, a examiné tout ce que Jolene avait compilé, et ses yeux se sont écarquillés. Votre femme est une paralégale de rêve, a-t-elle dit. C'est plus de documentation que la plupart des gens ne m'apportent dans les litiges d'entreprise, sans parler des affaires familiales. Elle a expliqué que les SMS étaient particulièrement précieux, car ils établissaient un modèle clair. Don après don, toujours présenté comme une aide, jamais comme un investissement. Il n'y avait pas un seul SMS, email, ou document, nulle part, qui suggérait un partenariat commercial. Pas un seul. Cordelia a également fait des recherches sur l'avocat de Sutton, Grady Tate. Il s'est avéré que Grady gérait un petit cabinet qui traitait principalement des affaires de blessures corporelles, du genre que l'on voit sur les publicités de bancs de bus. Il avait apparemment pris l'affaire de Sutton sur une base de contingence modifiée, ce qui signifie qu'il serait payé si et quand il gagnait ou parvenait à un accord. C'était important, car cela signifiait que Grady avait une incitation financière à faire pression pour un règlement rapide, plutôt que d'aller en procès. La stratégie de Cordelia était simple, ne pas transiger. Ne pas fléchir. Les forcer à aller jusqu'au tribunal, où leur affaire s'effondrerait comme du carton mouillé. Pendant que les rouages légaux tournaient lentement, je me suis concentré sur ma propre tête. Jolene m'a suggéré de parler à quelqu'un. Et normalement, j'aurais balayé cela d'un revers de main, car je suis un homme de 34 ans du Tennessee, et nous sommes génétiquement programmés pour croire que la thérapie n'est que de la plainte avec un ticket modérateur. Mais elle m'a lancé ce regard, celui qui signifie qu'elle ne suggère pas vraiment, elle m'informe de ce qui va arriver. Et j'ai pris rendez-vous. Ma thérapeute s'appelait Reine. Elle avait environ 60 ans, des lunettes de lecture qu'elle ne mettait jamais sur son visage, et elle avait cette façon de poser une question qui vous faisait réaliser que vous vous étiez menti pendant des années. Lors de notre 3e séance, elle m'a posé une question qui a en quelque sorte recablé mon cerveau. Elle a dit, « Adam, quand est la dernière fois que quelqu'un de votre famille vous a demandé comment vous alliez, sans que cela soit suivi d'une demande de quelque chose ?» Je suis resté là, essayant de trouver une réponse. J'ai passé en revue des années d'appels téléphoniques, de visites, de vacances, et je n'en ai pas trouvé une seule. Pas une seule fois. Chaque conversation, chaque interaction, chaque moment de connexion avait été transactionnel. Ils appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils étaient chaleureux quand ils voulaient quelque chose. Et le reste du temps, j'étais un bruit de fond. Réaliser cela ne m'a pas rendu triste. Cela m'a rendu furieux. Mais c'était une sorte de fureur propre. Le genre qui ne vous donne pas envie de casser des choses. Cela vous donne envie de construire de meilleures choses. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à investir en moi-même, de façon que j'avais repoussée pendant des années. J'ai suivi un cours de développement du leadership au travail.
J'ai obtenu une certification dans une méthodologie de gestion de projets spécialisée, ce qui m'a placé à un niveau professionnel différent. Arlon l'a remarqué et a commencé à m'inclure dans les présentations aux clients, quelque chose habituellement réservé aux associés principaux. J'étais bon aussi. Je pouvais sonder l'ambiance d'une pièce, expliquer des concepts d'ingénierie complexes en langage simple, et donner aux clients l'assurance que leur bâtiment de 30 millions de dollars était entre de bonnes mains. Au 6e mois de mon éloignement familial, j'avais été promu associé. Mon salaire a augmenté de 40%. Jolène et moi avons commencé à parler d'acheter une maison plus grande, peut-être de fonder une famille. Jolène et moi avons également commencé à construire le genre de vie sociale que je n'avais jamais vraiment eu. Quand vous passez vos 20 et 30 premières années à être l'aidant désigné pour votre famille biologique, vous ne laissez pas beaucoup de place aux amitiés. Mais maintenant, avec ce poids levé, nous avions du temps. Nous avons commencé à inviter des gens à dîner. Mon collègue Ahmet et sa femme Roslin sont devenus des amis proches. Notre voisine Leia, une enseignante à la retraite avec l'esprit le plus vif que j'ai jamais rencontré, est devenue comme une tante officieuse pour nous deux. J'ai rejoint une ligue de softball le week-end, avec des gars du cabinet. Pour la première fois de ma vie, j'avais une communauté qui ne tournait pas autour de l'obligation et de la culpabilité. L'ironie de tout cela ne m'a pas échappé. Ma famille m'avait traité comme si j'étais rien sans eux. Comme si me couper de la famille me dévasterait. Au lieu de cela, les perdre avait été comme enlever un gilet lesté que je ne savais pas que je portais. Je pouvais respirer. Je pouvais me tenir droit. Je pouvais exister sans le bourdonnement constant des besoins des autres qui noyaient les miens. Environ 8 mois plus tard, j'ai reçu un appel de ma cousine Waverly. Or, Waverly était la seule membre de la famille qui ne m'avait jamais rien demandé. Elle était plus jeune, vivait au Colorado, et avait toujours été une sorte de mouton noir de la famille élargie, ce qui, rétrospectivement, signifiait probablement qu'elle était la plus équilibrée. Elle a appelé pour me dire que les choses à la maison devenaient difficiles. La poursuite de Sutton stagnait. Graditat avait apparemment réalisé que l'affaire était plus faible que Sutton ne l'avait représenté, et il commençait à avoir des doutes. Pendant ce temps, la situation financière de mes parents se détériorait. La marge de crédit hypothécaire qu'ils avaient contractée accumulait des intérêts, et ma mère avait apparemment commencé à vendre des meubles pour effectuer les paiements. Waverly n'appelait pas pour me faire culpabiliser. Elle l'a très clairement indiqué. Elle a dit, « Je ne te dis pas ça parce que je pense que tu devrais faire quelque chose. Je te le dis parce que tu mérites de savoir ce qui se passe, et parce que personne d'autre dans cette famille n'est honnête avec toi. » Je l'ai remercié pour cela. Je le pensais. L'honnêteté était devenue une monnaie rare dans ma famille, et Waverly venait de faire un généreux dépôt. Cordelia m'a appelé quelques jours plus tard avec une mise à jour. Le Discovery était en cours, et la partie de Sutton n'avait presque rien produit. Pas d'accord écrit, pas de mail discutant des termes du partenariat, pas de contrat, rien. Juste la parole de Sutton contre la mienne. Pendant ce temps, Cordelia avait soumis la documentation de Jolène, ses 47 pages, plus mes relevés bancaires, plus une chronologie montrant que chaque paiement était un don unilatéral, sans attente de retour. Nous sommes en très bonne position, a dit Cordelia. Mais je veux vous parler de quelque chose. Nous avons suffisamment d'éléments ici, non seulement pour gagner cette affaire, mais pour déposer une contre-poursuite. Votre frère a déposé une poursuite frivole qui vous a coûté des frais de justice importants et une détresse émotionnelle. Nous pourrions le poursuivre pour ses coûts et plus encore. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je suis rentré chez moi et j'ai parlé à Jolène. Elle était assise sur le canapé, avec un verre de vin et notre chien, un beagle paresseux nommé Hank, allongé sur ses genoux. Je lui ai dit ce que Cordelia avait dit. Jolène m'a regardé longuement. Puis elle a dit, « Tu sais ce que je pense ?» J'ai peur de demander, ai-je dit. Elle a souri. Je pense que ton frère a mis le feu dans ton jardin, puis s'est plaint que la fumée le dérangeait. Et je pense qu'il est temps que tu le laisses sentir la chaleur. C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. J'ai dit à Cordelia de lancer la contre-poursuite. Elle n'a pas hésité. En une semaine, elle l'avait rédigée, examinée, et prête à être déposée. La contre-poursuite alléguait un abus de procédure, et demandait le remboursement de tous les frais de justice que j'avais encourus en me défendant contre la plainte de Sutton, plus des dommages et intérêts pour le temps, le stress et la perturbation professionnelle que la poursuite frivole avait causée.
Le total que nous demandions était de 85 000 $. Pas 200 000 $, comme le chiffre fantaisiste de Sutton, mais un montant réel, documenté, défendable, basé sur des coûts réels et des préjudices réels. Cordelia a également ajouté quelque chose que je n'avais pas envisagé. Elle a inclus un décompte détaillé de chaque dollar que j'avais jamais donné à ma famille, les 45 000 $ et des poussières, et l'a présenté comme un contexte pertinent pour démontrer un schéma de soutien financier de longue date que Sutton avait exploité, puis utilisé comme une arme. Elle ne demandait pas le remboursement de cet argent. Pas techniquement, mais elle s'assurait que le tribunal comprenait exactement qui avait été généreux, et qui avait été ingrat. C'était chirurgical et c'était dévastateur. Le jour où la contre-poursuite a été déposée, j'ai reçu un appel de ma mère avant le coucher du soleil. Elle était hystérique. « Adam, qu'est-ce que tu fais? Tu vas détruire ton frère. Tu vas détruire cette famille. » J'ai gardé ma voix calme. J'avais pratiqué cela avec Ren, ma thérapeute, et j'étais prêt. « Maman, Sutton m'a poursuivi en justice. Il a déposé une plainte, affirmant que je lui devais 200 000 $. Je n'ai pas commencé ça, mais je vais le finir. » « Mais c'est ton frère, a-t-elle dit, comme si c'était une défense juridique. « Et je suis ton fils, ai-je dit. Mais ça ne t'a pas empêché de contracter un prêt sur ta maison pour l'aider à s'en prendre à moi. Alors, je pense que nous avons dépassé le point où les titres familiaux comptent beaucoup, n'est-ce pas? » Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle a juste pleuré et raccroché. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon ventre, mais je ne l'ai pas rappelé. Il y a une différence entre la culpabilité et le deuil. Et ce que je ressentais était du deuil. Le deuil pour la famille que j'aurais aimé avoir. Le deuil pour la version de ma mère qui aurait dit à Sutton qu'il avait tort, et de cesser. Cette version n'existait pas, et je devais arrêter de la pleurer. Au cours des semaines suivantes, les choses ont commencé à bouger rapidement. Cordelia avait demandé une déposition de Sutton, et la date était fixée. Elle a passé 2 soirées à me préparer à ce à quoi m'attendre, mais elle m'a aussi dit quelque chose d'intéressant. Elle avait parlé informellement à Grady Tate, d'avocat à avocat, et elle a dit qu'il avait l'air fatigué. Pas fatigué comme s'il avait beaucoup travaillé, mais fatigué comme un homme qui avait réalisé qu'il poussait un rocher en haut d'une colline, et que le rocher était fait de rien. « Je pense que Grady sait que cette affaire est perdue d'avance, » m'a dit Cordelia. Il l'a prise, pensant que vous vous contenteriez de transiger rapidement. Nous n'avons pas transigé. Maintenant, il y a des mois de travail. Il a fait beaucoup de travail sur la base de la contingence, et le Discovery n'a rien produit qui aide son client. Il va commencer à chercher une issue. C'était une bonne nouvelle, mais je ne comptais pas sur un abandon de Grady. Sutton avait une façon de convaincre les gens de continuer bien au-delà du point de la raison. Il l'avait fait avec nos parents. Il l'avait fait avec toutes ces entreprises ratées. Il convaincrait Grady de poursuivre s'il le pouvait. Ce que Sutton ne savait pas, c'est que j'avais un atout dans ma manche. En mai, mon collègue et ami proche m'avait présenté son beau-frère, un expert comptable judiciaire nommé Sullivan Price. Sullivan était le genre de gars qui trouvait de la joie dans les tableurs, comme certaines personnes trouvent de la joie dans les couchers de soleil. Il était méticuleux, obsédé par les détails, et légèrement terrifiant, de la meilleure façon possible. J'ai engagé Sullivan pour faire une analyse financière complète des entreprises de rénovation-revente de voitures de Sutton. Toutes les 3. Sullivan est revenu 2 semaines plus tard avec un rapport de 40 pages, absolument accablant. Voici ce qu'il a trouvé. Dans la première entreprise de rénovation-revente de voitures, Sutton avait acheté 3 véhicules, en utilisant l'argent que je lui avais donné. Il en a vendu un à perte, en a mis un à la ferraille, et le 3e était toujours dans un entrepôt, accumulant des frais. Perte totale pour moi, environ 8 000 $. Dans la 2e entreprise, celle au centre de la poursuite, Sutton avait acheté 5 véhicules. Il en avait réparé et vendu 2, avec un modeste profit, environ 3 000 $ au total. Mais il avait dépensé la majeure partie des 12 000 $ que je lui avais donnés, non pas en voiture, mais en dépenses personnelles. Une nouvelle télévision, des vacances à Myrtle Beach avec sa petite amie de l'époque, Tété, et je n'invente rien, un kit de brassage à domicile qu'il a utilisé exactement une fois. Les 3 autres voitures sont restées intactes et ont finalement été saisies par le propriétaire du terrain, pour non-paiement de l'entreposage. La 3e entreprise, celle que j'avais refusé de financer, n'a jamais décollé.
Sutton n'avait pas d'inventaire, pas de capital, et pas de plan d'affaires. Sullivan a conclu que même si j'avais donné à Sutton les 15 000 $ qu'il avait demandé, il n'y avait aucun modèle commercial viable qui aurait généré les 200 000 $ de revenus que Sutton réclamait comme dommages et intérêts. Selon les mots de Sullivan, les chiffres de revenus projetés dans la plainte du demandeur n'ont aucune relation avec une réalité financière raisonnable. J'ai lu cette phrase à voix haute à Jolene. Elle a ri si fort qu'elle a réveillé Hank. Cordelia a ajouté le rapport de Sullivan à notre dossier de preuve. L'affaire était en béton. Sutton n'avait pas d'accord de partenariat, pas de documentation, pas de projection financière crédible, et un historique clair de mauvaise utilisation des fonds que je lui avais donnés. En plus de cela, ma contre-poursuite était étayée par chaque reçu, chaque relevé bancaire, et chaque SMS qui prouvait ma générosité et son ingratitude. Mais c'est là que les choses ont pris une autre tournure. Environ une semaine avant la déposition de Sutton, j'ai reçu un appel de Waverly, au Colorado. Elle semblait nerveuse. Elle a dit que Sutton l'avait appelée ivre, se plaignant que je lui ruinais la vie. Mais au milieu de ses plaintes, il avait laissé échapper quelque chose. Il a dit à Waverly que toute la poursuite était l'idée de sa petite amie Opa Tété, la petite amie de Myrtle Beach, mais une nouvelle, une femme nommée Darla, que Sutton fréquentait depuis environ 6 mois. Selon Waverly, Darla avait dit à Sutton qu'il avait droit à la moitié de tout ce que j'avais, parce que j'avais bâti ma carrière grâce au soutien familial. Que l'argent que je lui avais donné prouvait que nous étions partenaires, et que je lui devais plus. Waverly a dit, Adam, je pense que cette femme, Darla, a été dans son oreille tout ce temps. Sutton n'est pas assez intelligent pour inventer une poursuite tout seul. Il a à peine réussi à utiliser un micro-ondes. J'ai remercié Waverly et j'ai immédiatement appelé Cordelia. Elle était très intéressée. Elle a fait des recherches et a découvert que Darla avait un historique. Elle avait été impliquée dans 2 poursuites civiles antérieures, toutes 2 contre d'anciens partenaires, toutes 2 alléguant des arrangements commerciaux informels qui n'avaient jamais été documentés. L'une avait été rejetée, l'autre avait été réglée pour un petit montant. C'était un schéma. Darla trouvait des hommes qui avaient accès à l'argent, le leur ou celui de leur famille, et elle utilisait le système juridique comme une arme pour l'extraire. Cordelia vibrait pratiquement d'énergie. Cela change complètement le récit, a-t-elle dit. Votre frère n'est pas juste un frère ingrat. C'est un pantin, manipulé psychologiquement par quelqu'un qui fait ça professionnellement, et je peux le prouver. Elle a rédigé une plainte modifiée qui incluait l'historique judiciaire de Darla, et l'admission de Sutton à Waverly, selon laquelle la poursuite était son idée. Waverly a accepté de fournir une déclaration sous serment. Ma cousine, le seul membre de la famille qui était resté honnête, était sur le point d'aider à faire s'écrouler le tout. La déposition était prévue pour un mardi. Cordelia m'a dit de porter un costume, d'être calme, de parler le moins possible, et de la laisser faire. Vous êtes le frère stable et prospère qui a tout donné, et qui a été poursuivi pour cela, a-t-elle dit. C'est l'histoire, et elle est vraie, ce qui est encore mieux. La nuit précédant la déposition, Jolene et moi étions assis sur notre porche arrière. Hank dormait à nos pieds. L'air était chaud et le quartier était calme. Jolene s'est penchée et a dit, tu sais, il y a un an, tu étais assis à la table de cuisine de tes parents, les suppliant de raisonner. Demain, tu vas entrer dans une pièce, et ton frère devra te regarder dans les yeux, et expliquer pourquoi il pensait que tout cela était une bonne idée. J'ai hoché la tête. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi une seconde. Prêt, ai-je dit. Je me sens prêt. Et je le pensais. La déposition a eu lieu au cabinet de Cordelia, dans une salle de conférence avec des fenêtres allant du sol au plafond, et une longue table en chêne. Je suis arrivé tôt, vêtu d'un costume bleu marine que Jolene avait choisi, me sentant prêt. Sutton est arrivé 15 minutes en retard. Il avait l'air mal en point, pas de manière dramatique, mais de la manière dont quelqu'un a l'air, quand il a pris de mauvaises décisions pendant longtemps, et que la facture commence à arriver. Il avait perdu du poids. Ses vêtements ne lui allaient pas bien. Il est entré avec Graditat, qui ressemblait à un homme qui regrettait profondément de s'être levé ce matin-là. Et Darla, que je voyais en personne pour la première fois. Elle était mince, soignée, et avait le genre d'yeux perçant qui catalogue tout dans une pièce en 3 secondes. Elle n'était pas là en tant que partie légale. Elle était là en tant que soutien moral, soi-disant. Cordelia l'a immédiatement remarqué, et n'a rien dit,
mais je pouvais dire qu'elle l'avait enregistré. La déposition a commencé avec Grady me posant des questions. Il a essayé d'établir que j'avais été impliqué dans les décisions commerciales de Sutton, que j'avais assisté à des réunions concernant l'achat de voitures, que j'avais donné mon avis sur les véhicules à acheter. J'ai répondu honnêtement à chaque question. Non, je n'avais jamais assisté à une réunion. Non, je n'avais jamais donné d'avis sur l'inventaire. Non, je n'avais jamais vu de plan d'affaires, parce qu'il n'y en avait pas. Oui, j'avais donné de l'argent à Sutton. Non, ce n'était pas un investissement. C'était un don. Chaque fois, Grady continuait à pousser, essayant de trouver un angle. N'est-il pas vrai que vous avez dit à votre frère, et je cite, « Je crois en ce que tu fais » ? J'ai probablement dit quelque chose comme ça, ai-je dit. De la même manière que vous dites à un ami que sa nouvelle coupe de cheveux lui va bien, même si ce n'est pas le cas. Cela s'appelle être encourageant. Ce n'est pas un contrat contraignant. J'ai vu Cordelia réprimer un sourire. Puis ce fut le tour de Cordelia. Et c'est là que les choses sont passées de l'inconfortable au dévastateur. Elle a commencé par les registres financiers. Elle a détaillé à Sutton chaque dollar que je lui avais donné, 45 000 $ et des poussières, sur 4 ans, et lui a demandé d'identifier quels paiements étaient des investissements, et lesquels étaient des dons. Sutton a trébuché. Il a dit que c'était un mélange. Elle lui a demandé d'être précis. Il n'a pas pu. Elle lui a montré ses propres SMS, ceux où il avait écrit des choses comme « Merci de m'avoir aidé, frérot » et « J'apprécie vraiment le prêt. Je te rembourserai quand je pourrai. » Elle a demandé si cela ressemblait aux mots d'un partenaire commercial, ou d'un membre de la famille recevant de l'aide. Je ne sais pas. C'est juste ma façon de parler, a dit Sutton. Exactement, a dit Cordelia. Vous parlez comme quelqu'un qui a reçu des dons, parce que c'est ce qu'ils étaient. Elle est passée au rapport médico-légal de Sullivan. Elle a détaillé à Sutton les finances de chaque entreprise de rénovation-revente de voitures, et l'a regardé essayer d'expliquer comment une entreprise qui avait perdu de l'argent sur 2 tentatives sur 3 allait d'une manière ou d'une autre générer 200 000 $ de profit. Sutton n'a pas pu l'expliquer. Il n'arrêtait pas de regarder Darla, qui était assise au fond de la pièce, les bras croisés et la mâchoire serrée. Puis Cordelia a joué sa dernière carte. Elle a soulevé l'historique judiciaire de Darla. Elle n'a accusé personne de rien directement. Elle a simplement présenté les faits. 2 poursuites antérieures avec des structures presque identiques, des allégations d'arrangements commerciaux informels, aucune documentation, des demandes de gros règlements. Elle a demandé à Sutton s'il était au courant de cela. Sutton a cligné des yeux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cordelia a dit, je demande si vous saviez que la femme qui vous a suggéré de déposer cette poursuite a fait exactement la même chose 2 fois auparavant, avec 2 hommes différents. La pièce est devenue très silencieuse. Grady s'est déplacé sur sa chaise. Darla s'est levée et a dit, c'est hors de propos. Je ne suis pas parti à cette affaire. Cordelia ne l'a même pas regardé. Vous avez raison. Vous n'êtes pas parti à cette affaire, mais votre influence sur le frère de mon client est documentée, et fait partie du schéma que nous avons l'intention de présenter au tribunal. Darla est sortie. Sutton l'a regardé partir, et pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé, il a eu l'air effrayé. Pas en colère, pas provocateur, mais effrayé, comme un enfant qui vient de réaliser que la personne qu'il suivait ne connaissait pas réellement le chemin du retour. La déposition s'est terminée environ 1 heure plus tard. Grady a demandé une interruption, puis a demandé à parler en privé avec Cordelia. J'ai attendu dans le hall avec Jolene, qui avait pris son jour de congé pour être là. Elle m'a tenu la main et n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Cordelia est sortie 20 minutes plus tard. Elle faisait ce truc qu'elle fait, où elle est clairement excitée, mais essaie de maintenir son sang-froid professionnel. Elle s'est assise en face de nous et a dit, Grady veut transiger. J'ai levé un sourcil. Leur camp veut transiger. Plus précisément, Grady veut se retirer. Il a dit à Sutton qu'il ne pensait pas que l'affaire était gagnable, et il a recommandé d'abandonner entièrement la poursuite. Sutton résiste apparemment, mais Grady en a fini. Il se retire en tant que conseiller. Qu'en est-il de notre contre-poursuite, ai-je demandé. C'est la partie intéressante, a dit Cordelia. Grady sait que si nous procédons avec la contre-poursuite, Sutton vous devra de l'argent qu'il n'a pas.
Il a suggéré une résolution, Sutton abandonne sa poursuite, nous abandonnons la nôtre, et c'est fini. Une rupture nette. Je suis resté là à réfléchir pendant 1 minute. Jolene m'a serré la main. J'ai regardé Cordelia et j'ai dit, non. Les 2 femmes m'ont regardé. J'ai dépensé plus de 30 000 $ pour me défendre contre une poursuite qui n'aurait jamais dû être déposée, ai-je dit. J'ai dépensé 45 000 $, au cours des 4 dernières années, pour soutenir une famille qui m'a remercié en essayant de financer l'attaque juridique de mon frère contre moi. Je ne m'en vais pas sans rien. Je veux que mes frais de justice soient remboursés. Chaque centime. Cordelia a hoché la tête. Je peux faire ça. Et elle l'a fait. La résolution finale est arrivée 3 semaines plus tard. Sutton a abandonné sa poursuite. En échange de l'abandon de notre contre-poursuite, Sutton a accepté un remboursement échelonné de mes frais de justice, soit environ 32 000 $, payés sur 4 ans. Cela a été mis par écrit, signé par les 2 parties, et déposé auprès du tribunal. S'il manquait un paiement, je pouvais réactiver la contre-poursuite, avec intérêt. Cordelia s'en est assurée. Mais l'argent n'était pas la vraie récompense. La vraie récompense, c'est ce qui s'est passé après. Darla a disparu de la vie de Sutton, quelques jours après la déposition, vraisemblablement pour trouver sa prochaine cible. Sans elle à son oreille, Sutton a traversé une période de ce que ma thérapeute reine appellerait une « lucidité douloureuse ». Cela lui a pris un certain temps, mais environ 3 mois après le règlement, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas un SMS, pas un appel téléphonique, une lettre manuscrite. Elle venait de Sutton, longue de 2 pages, écrite avec cette écriture désordonnée dont je me souvenais, de quand nous étions enfants. Il n'a pas donné d'excuses. Il a dit qu'il avait honte. Il a dit qu'il avait passé si longtemps à être jaloux de moi, qu'il s'était convaincu que je lui devais quelque chose, et que lorsque quelqu'un était venu valider cette croyance, il s'y était accroché, car c'était plus facile que d'admettre que ses problèmes étaient les siens. Il a dit qu'il n'attendait pas le pardon. Il voulait juste que je sache qu'il était désolé. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée et l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas pardonné à Sutton. Pas entièrement. Le pardon n'est pas un interrupteur, et certaines choses prennent du temps, mais j'ai répondu. Je lui ai envoyé une courte note, disant que j'avais lu sa lettre, que j'appréciais son honnêteté, et que la porte n'était pas fermée, mais qu'elle resterait en grande partie fermée pendant un certain temps. Il a respecté cela. Mes parents sont une autre histoire. Ma mère a finalement appelé pour s'excuser. Une sorte d'excuses qui sont en réalité juste une renégociation. Je suis désolé que les choses aient dégénéré à ce point, mais tu sais, nous essayons juste d'aider Sutton. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je n'étais pas prêt à faire comme si tout allait bien. Nous parlons occasionnellement maintenant. De courts appels, des sujets superficiels. Mon père ne s'est toujours pas excusé. Je ne pense pas qu'il le fera un jour. Quant à moi, je m'épanouis. Jolene et moi avons acheté une maison plus grande, le printemps dernier, une maison Craftsman avec un porche enveloppant dont elle est tombée amoureuse dès qu'elle l'a vu. J'ai été promu associé senior au cabinet. Hank est toujours le big le plus paresseux d'Amérique du Nord. Waverly est venu nous rendre visite le mois dernier, et a passé tout le week-end à rire avec Jolene de choses que je n'étais apparemment pas censé entendre. J'ai Emmett et Roslyn, Leia juste à côté, mes gars de softball le week-end. J'ai une vie que j'ai construite, non pas parce que quelqu'un me l'a donnée, non pas parce que j'ai eu de la chance, mais parce que j'ai travaillé pour elle, et que je l'ai protégée quand elle a été menacée. Et Sutton, il fait ses paiements à temps, chaque mois. Il a trouvé un emploi stable dans un atelier de carrosserie, et d'après ce que Waverly me dit, il est en fait assez bon, quand il n'essaie pas d'être un entrepreneur. Peut-être qu'un jour nous nous assiérons sur mon porche et que nous rirons de tout cela. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, je sais ceci, je ne suis le distributeur automatique de billets de personne. Je ne suis le plan B de personne. Et si quelqu'un essaie de me poursuivre en justice à nouveau, j'ai une femme avec un tableur, une avocate avec du cran, et un expert comptable judiciaire qui trouve de la joie à détruire les mauvais calculs. Je pense que je me porterai très bien.